je vais juste commencer par vous remercier, monsieur le sénateur, madame la députée, madame la présidente de l'association SVS, monsieur le président, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis évidemment très honorée d'être présente avec vous pour ces assises, très heureuse de pouvoir partager quelques réflexions avec vous pour la première fois. Je participe pour la première fois à ces assises et nous sommes donc en 2018 dans un contexte de prise de parole sur les violences sexuelles qui devient donc un peu plus favorable aux victimes. L'année 2017 nous l'a montré. Alors, voilà. Alors, je voudrais vous proposer un regard donc anthropologique et sociologique sur la question des violences sexuelles, et je parlerai particulièrement des violences faites aux femmes. Et je voudrais interroger leur dimension culturelle. Et en effet, il me semble que pour comprendre la problématique des violences sexuelles, il faut en saisir toutes leurs dimensions et afin aussi de mieux construire des leviers d'intervention possibles. Or, il existe une sorte de système écologique pluridimensionnel des violences sexuelles que j'ai représenté ici, qui permet leur survenue selon la rencontre de plusieurs facteurs. Le facteur individuel, tout en bas, le facteur relationnel, le niveau communautaire et social, le niveau culturel et le niveau politique, juridique et institutionnel. Et on pourrait même rajouter le niveau international. Alors je reviendrai sur ces différents niveaux et leur interaction. Je voudrais en fait m'arrêter sur la dimension donc culturelle, car j'ai été frappée de voir comment, ces dernières années, le traitement social et médiatique des violences sexuelles dans le monde et en France faisait ressortir non seulement l'existence de déterminisme culturel de ces violences, mais aussi de ce fait d'explication culturelle, voire de justification culturelle, ou même d'alibi culturaliste, qui vise en fait non seulement à réduire les violences à leurs origines culturelles, mais aussi du coup à les excuser éventuellement en culpabilisant les victimes et en limitant la condamnation sociale, politique et pénale de ces pratiques. Que l'on pense à des situations de viol de guerre, de viol sur enfants, de harcèlement, d'inceste, de pédocriminalité, d'excision. Et l'on constate en fait que l'on évoque derechef un contexte culturel qui expliquerait, réduirait et excuserait ces violences, qu'elles se produisent à l'étranger ou en France. La culture, conçue ici comme un ensemble d'habitudes, d'usages, de coutumes propres à un groupe, un milieu social, ethnique, professionnel, religieux, ou à une catégorie de sexe, de genre ou d'âge, vient légitimer des pratiques qui permettent donc à des individus de disposer du corps et du sexe d'autres individus et d'asseoir une forme de domination et d'oppression en toute impunité. Alors je voudrais rendre hommage évidemment à Françoise Héritier, anthropologue incontournable qui nous a quittés il y a quelques semaines, en nous léguant une œuvre majeure sur la domination masculine, sur l'égalité, sur la violence, et qui rappelait que la violence n'est pas innée chez l'homme, mais qu'elle s'acquiert par l'éducation et la pratique sociale. En lui rendant hommage, je dois voilà. Mon objectif ici est donc d'analyser certains façonnages culturels des violences sexuelles faites aux femmes et aux filles, de déconstruire les discours culturalistes qui les justifient, et on les déconstruit en prônant une posture universaliste, de montrer que la culture, ici comme ailleurs, est un outil de reproduction et de légitimation des violences sexuelles, de la domination masculine, sociale et politique, et d'interroger les possibilités d'utiliser la culture aussi comme un levier d'action en sortant de cet alibi culturaliste. Alors, je commence donc par quelques exemples sur la question du modelage culturel des violences sexuelles. En tant qu'anthropologue, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises pour tenter d'expliquer le contexte culturel de relations incestueuses vécues dans des familles d'origine antillaise. Souvent, il s'agit de petites filles maltraitées dès l'enfance, à partir de 6 ou 7 ans, et durant plusieurs années, par un père, un beau-père, un oncle, un grand-père, un cousin, un beau-frère, au domicile familial. Ces pratiques surviennent dans un contexte marqué par le pluripartenariat sexuel des hommes antillais et caribéens, qui peuvent légitimement cumuler des relations avec plusieurs partenaires à l'âge adulte et avoir des enfants avec plusieurs femmes.
Alors, on essaye, dans ces cas-là, de trouver des explications liées à la culture et aux spécificités de ces sociétés. On cumule différents facteurs, l'origine esclavagiste de la société, la précarité, la promiscuité, la complexité du rapport à la loi et aux interdits, des modèles de genre très hétéronormés, la religion chrétienne qui culpabilise les filles, une éducation traditionnelle qui encourage l'exacerbation de la virilité entre les hommes et auprès des femmes. En fait, tout semble pouvoir expliquer l'inacceptable. L'anthropologue est alors convoqué pour contextualiser des crimes. Je prends l'exemple d'une petite fille que je vais appeler Inès, qui a été violée par son beau-père guadeloupéen en France, ça se passe en Bretagne, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Cet homme, qui était donc le compagnon de sa mère, l'a proposé aussi à d'autres partenaires dans des scénarios pornographiques. C'est la grossesse de la jeune fille, à l'âge de 12 ans, qui a conduit à un signalement de la part de l'équipe médicale. Et l'avocat du prévenu invite l'anthropologue à témoigner pour tenter de tout remettre dans un contexte guadeloupéen qui donnerait des circonstances atténuantes au crime. Oubliant que toute société a promulgué l'interdiction de l'inceste et que la pédocriminalité est une déviance et que la culture d'un homme ne l'empêche pas d'avoir des conduites pathologiques. Oubliant que culture et pathologie et délinquance sexuelle ne s'opposent pas. Et en l'occurrence, la mise en contexte culturel des faits et gestes et de la malveillance et de la maltraitance de cet homme a pu jouer dans une sorte de réduction de la peine requise, puisque l'avocat général avait demandé 15 ans, il a eu 10 ans. Il a eu 12 ans. Donc on s'interroge vraiment sur la façon de mobiliser la culture, alors qu'en l'occurrence, le propos anthropologique n'est pas forcément là pour faire de la culture justement cet alibi, faire de la culture cet alibi culturel. Tac, tac. Alors, on peut trouver des situations semblables dans d'autres régions, notamment en Guyane, où un rapport récent a montré qu'un certain nombre je crois que c'est 41% des grossesses précoces étaient concentrées sur le Maroni, et qu'en fait, une bonne partie de ces grossesses précoces sont en partie imputées à des pratiques incestueuses, notamment chez les populations noires-marrons. Et la récurrence de ces pratiques déroute les travailleurs sociaux depuis des années, et y compris et avec aussi les gendarmes, qui hésitent à signaler des relations qu'ils voient comme étant incestueuses, mais qui semblent en même temps faire partie d'une, entre guillemets, tradition locale, d'une identité culturelle, sur laquelle reposerait l'équilibre des communautés et des organisations familières et coutumières locales. Au nom de la culture, de la tradition, on laisse ainsi des petites filles et des garçons et des adolescentes être abusés par des membres de leur famille, sous prétexte que cette initiation culturelle contribue à les inscrire dans leur communauté. Comment cela peut-il être expliqué ? On se rend compte, quand on fait une explication un peu plus anthropologique et qu'on sort de la seule version culturelle, que pour les hommes, être le premier à connaître sexuellement et posséder une femme, ça leur permet de ne pas être comparés à d'autres hommes par elles dans l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éviter la rivalité avec d'autres hommes en se plaçant comme celui qui n'a pas de comparaison quand la jeune fille n'a connu aucun autre homme. Et puis dans le contexte de pluripartenariat hétérosexuel masculin, l'exacerbation et d'exacerbation de la virilité, c'est aussi une façon de s'affirmer comme étant premier et de lutter contre une certaine angoisse de castration. Pire, en Martinique, une récente enquête a montré que pour les hommes, ça porterait bonheur d'avoir des relations incestueuses avec des filles de leur famille. Et je discutais la semaine dernière avec une amie anthropologue qui, elle, travaille au Burkina Faso et qui me disait que là aussi, elle entend des discours disant que ça peut porter bonheur et que le bonheur est encore plus majoré quand les relations incestueuses ont lieu avec des jeunes femmes handicapées. Alors, puisque je vous parle de l'Afrique, j'aborde une thématique que vous connaissez probablement et qui est compliquée, celle de l'excision et des mutilations sexuelles. Là aussi, un grand débat oppose une explication culturelle et une explication de type plus anthropologique qui sortirait du culturalisme ordinaire.
L'excision, vous le savez, c'est une ablation, une réduction du clitoris par section avec éventuellement une infibulation qui se fait sans le consentement de la petite fille, mais avec éventuellement la complicité d'autres femmes. Quelles sont les explications habituellement fournies pour justifier de cette pratique? Ce serait une pratique hygiénique qui tend à préserver la virginité, il fallait bien que je fasse un lapsus, la virginité des filles, qui leur permet de devenir des femmes respectées et de faire un bon mariage, qui vise à contrôler leurs désirs et leurs plaisirs sexuels et d'assurer donc au mari qu'il pourra là aussi la satisfaire sans être lui-même soupçonné d'être incapable de satisfaire sa compagne. Alors, le fait que l'excision soit éventuellement pratiquée par des femmes est souvent un argument utilisé pour dire vous voyez bien que ce n'est pas une domination masculine, vous voyez bien que ce n'est pas une violence des hommes, puisque les femmes elles-mêmes sont d'accord et qu'elles pratiquent l'excision sur leurs filles. Et donc, ça serait une pratique qui valoriserait les femmes en tant que femmes. Et d'ailleurs, les femmes qui ne sont pas excisées seraient stigmatisées. Alors, ce sont des pratiques qui sont interdites en France. Il y a eu un très grand débat dans les années 90-2000 et qui sont interdites aussi en Europe sur le fait de savoir s'il fallait ou pas accepter l'excision sur le territoire français au nom de principes de préservation culturelle pour des populations originaires des rares pays d'Afrique qui le pratiquent encore. Et ce débat opposait d'un côté les tenants d'un relativisme culturel qui défendent donc des cultures locales, la préservation de cultures locales, et en face les tenants de l'universalisme qui prône au contraire la défense des droits humains et la défense de l'intégrité, de la dignité des personnes, et en l'occurrence des femmes, et qui rappelle que donc, dans une posture universaliste, on peut rappeler que l'excision c'est une violence sexuelle et c'est une expression de la domination masculine et du contrôle du corps et de la sexualité des filles et des femmes par les hommes. C'est Thomas Sankara, président du Burkina Faso, qui le disait lui-même. Je cite Thomas Sankara parce que ça montre aussi que la remise en question de ces pratiques vient aussi des hommes et des Africains eux-mêmes. Alors, pour les relativistes culturels, pour les relativistes culturalistes, empêcher l'excision serait risquer des troubles identitaires, c'est-à-dire prendre le risque de troubles identitaires chez ces filles qui pourraient être rejetées socialement. Et empêcher l'excision serait une pratique européenne, occidentale, européano-centrée, fondée sur des droits humains qui ne sont pas des droits universaux, mais des droits locaux. Alors, comment arbitrer dans tout ce débat? Fallait-il l'interdire ou fallait-il tolérer? Eh bien, évidemment, il faut d'abord rappeler, notamment en France, la loi républicaine et qui favorise l'égalité et la dignité. Rappeler le cadre européen qui interdit la torture et les traitements inhumains. Et rappeler le droit à l'intégrité corporelle. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette pratique, comme d'autres, a pour finalité de soumettre le corps, la sexualité des filles, des femmes au contrôle des hommes, à des fins de mariage, à des fins religieuses, et qu'elle constitue donc un rapport de domination sexuelle, sociale, politique et économique. Et ce qui est intéressant du coup, quand on prend de la distance et qu'on a une véritable approche anthropologique, c'est de comprendre qu'en fait, la culture est convoquée ici comme un outil de domination. Et c'est ça qui est important de souligner, c'est que la culture, c'est un outil idéologique qui vise à légitimer des formes de domination et à convaincre les dominés du bien fondé de leur assujettissement, que ces dominés soient des femmes ou des enfants ou éventuellement des garçons, mais c'était aussi le cas avec les ouvriers, les esclaves ou autres. On pourrait sortir du cadre des violences sexuelles. La culture doit être aussi pensée comme un outil idéologique de domination qui vise à convaincre les dominés du bien fondé de leur assujettissement et qui vise surtout à construire l'impunité et l'invisibilité des privilégiés de cette domination.
Alors, si on est dans un usage culturaliste de la culture, très souvent, quand on défend la culture coûte que coûte, c'est qu'en fait, on a besoin d'attribuer à la culture de l'autre une spécificité qu'on imagine être vraiment celle des autres, et non pas celle du groupe auquel on appartient. Et en général, on voit l'aiguille dans l'œil du voisin, on ne voit pas la poutre que l'on a chez soi, c'est-à-dire qu'on produit de l'autre pour soutenir du même. Alors, est-ce que ces problématiques culturelles se passent uniquement chez les autres, ou est-ce qu'elles se passent aussi en France ? Évidemment, et en Europe, évidemment que oui, et que nous avons aussi des problématiques culturelles à résoudre, et l'actualité de ces dernières années nous l'a montré. Alors, ces alibis culturels, on les retrouve en France, en Europe, et l'actualité de 2017 nous a montré combien nous étions encore dans des registres culturels qui visent à expliciter, justifier, légitimer un certain nombre de violences sexuelles, en construisant la culpabilité des victimes que l'on veut maintenir au silence, en les condamnant à la mise à l'index, en accordant au contraire une impunité aux auteurs. Alors, on se rend compte qu'en fait, cette culture est inscrite dans un régime de genre qui est sexiste, machiste, hétéronormé, souvent homophobe, raciste et patriarcal, qui est très loin d'avoir mis en œuvre l'égalité à laquelle nous devons pourtant aboutir. Alors, si on prend quelques exemples en France, on sait par exemple qu'on est resté très longtemps dans quelque chose qui était très culturel, la tradition du devoir conjugal, qui ne permettait pas de considérer le viol conjugal. Ce n'est qu'en 1990 qu'on a pu aboutir à la notion du viol conjugal. Si vous vous souvenez de l'affaire DSK, on a même évoqué, pour légitimer cette pratique, l'idée d'un droit de troussage des domestiques. Ça aussi, ça faisait partie des registres sur lesquels on pouvait s'appuyer. On voit aussi comment on a longtemps minimisé justement les pratiques de pédocriminalité, et récemment la façon dont Flavie Flament a été accusée et décrédibilisée quand elle a dénoncé David Hamilton montre encore comment finalement ces questions de pédocriminalité sont minimisées en France. Et puis cette année, la question du harcèlement sexuel a fait ressortir des débats où ce qui revenait encore, c'était l'idée qu'il fallait peut-être pas oublier que la drague, c'était quand même ça fait partie de la culture française, latine, et qu'il ne faut pas tout confondre entre drague et harcèlement. Alors, en fait, comment tout ça opère ? Tac et tac. On reste très imprégné, donc on constate la permanence et la prégnance d'une culture sexiste et d'une domination masculine de type patriarcal que certaines militantes aux États-Unis appellent la culture du viol. C'est une culture qui donc entérine, non pas encourage le viol, mais encourage des formes de domination, minimise les agressions, et qui en fait procède par différents niveaux. Dans un premier temps, elle culpabilise donc les filles et les femmes, qui sont pourtant celles qui sont le plus souvent victimes d'agressions sexuelles, en mettant en cause leur attitude, en mettant en cause leur tenue vestimentaire, évidemment le fait qu'elles auraient elles-mêmes provoqué leur agresseur. Donc cette culture repose sur le fait que les femmes sont forcément responsables du désir que l'agresseur a pour elles, et notamment si elles sont jeunes, si elles sont noires, si elles sont arabes, ça va renforcer en plus cette idée qu'elles ont forcément fait quelque chose qui a provoqué l'agresseur. La mise en cause de leur attitude, c'est aussi le fait qu'elles n'auraient pas respecté les règles justement de cette domination, qu'elles n'auraient pas été suffisamment soumises, discrètes, cantonnées à un espace domestique, à des rôles domestiques. Elles auraient transgressé les répartitions traditionnelles des rôles. Éventuellement, qu'elles auraient aussi accepté d'être en relation avec leur agresseur. Donc, elles l'ont bien cherché et qu'elles ne seraient pas innocentes dans cette histoire. Une autre façon de procéder dans cette culture sexiste, c'est aussi de nier le non-consentement dans le cadre des agressions sexuelles, le non-consentement des victimes, et donc de supposer que cette personne était en fait d'accord, qu'il y avait un consentement tacite, voire un consentement inconscient.
inconsciemment, elle aurait désiré être agressée, être violée. La preuve, elle ne s'y est pas opposée. Elle n'a pas dit mot, elle n'a pas parlé. Et vous le savez bien, qui ne dit mot consent. Il y aurait donc des accords tacites, non-verbaux, exprimés par les femmes. L'autre façon de procéder de cette culture, c'est de minimiser les faits. Alors, comment on minimise les faits? En expliquant aux femmes que ça arrive à tout le monde, que c'est pas si grave. Comme disait Jack Lang pour l'affaire DSK, il n'y a pas mort d'homme. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Tu en verras d'autres. Il y a des choses plus importantes, plus graves dans la vie. Il y a pas besoin. Ça fait partie du destin des femmes. Et puis, c'est une façon. On minimise les choses en disant aussi que on n'a pas besoin que les hommes souvent n'ont même pas besoin de forcer les femmes pour avoir celles qu'ils veulent, que c'est aussi les femmes qui sont demandeuses de ce genre de rapport. Et puis d'ailleurs, elles devraient s'estimer heureuses qu'on leur montre des signes d'appréciation, d'intérêt. Autre façon de faire dans cette culture sexiste de la domination, c'est de normaliser et de naturaliser ce rapport de domination. C'est naturel qu'un homme exprime ses besoins sexuels. C'est naturel qu'il ait des désirs et qu'il en ait plus que les femmes. C'est naturel qu'il ait des besoins sexuels irrépressibles. Alors je rappelle quand même que Françoise Héritier nous invitait à lutter, à anéantir cette idée des désirs sexuels qui seraient naturellement plus importants chez les hommes que chez les femmes. Ça serait naturel qu'un homme fasse savoir à une femme qu'elle lui plaît. Ce serait normal qu'un homme puissant ait des créatures à disposition. Regardez l'affaire Tariq Ramadan. Par exemple, l'affaire Weinstein, l'affaire DSK. Les femmes seraient les attributs du pouvoir des hommes puissants, des hommes autoritaires, des hommes qui expriment une certaine domination, y compris sur les autres hommes, dans leur capacité à avoir accès aux femmes. Et donc, du coup, il y aurait quelque chose de naturel aussi, qui serait la rivalité masculine. Les femmes seraient des trophées, des conquêtes, des proies pour ces hommes. Et dans cette explication, en fait, on met l'emphase sur la sexualité masculine, que l'on voit comme forcément prédatrice, et on réduit par contre la sexualité féminine à la passivité. Donc en fait, on naturalise le genre, on naturalise des inégalités, on les essentialise par le recours à la culture. Dernière façon de procéder dans cette culture sexiste de la domination et des violences, eh bien justement, on a recours au culturalisme ordinaire, c'est-à-dire qu'on fait référence à la culture d'un groupe, d'un milieu professionnel, d'un milieu social, pour dire qu'en fait, ce sont des pratiques usuelles, habituelles et culturelles. Alors c'est par exemple dans la formation des internes en médecine. Ah ben oui, il y a des initiations, il y a des agressions. Ben oui, mais ça fait partie des traditions, ça fait partie du bizutage, ça fait partie de la culture de la formation médicale. Je suis universitaire, je peux vous assurer qu'à l'université, des problèmes de harcèlement sexuel, on en est malheureusement familier. Mais là aussi, mais oui, mais bon, ça fait un peu partie de la relation prof-étudiant, ou ça fait un peu partie de la relation entre profs. C'est habituel, faut pas se formaliser. Ce serait aussi quelque chose d'usuel dans le monde de l'art, dans le monde de la photographie, entre les mannequins et les photographes, par exemple. Je pense notamment à ce que Flavie Flament disait. Ce serait usuel, coutumier, culturel dans le milieu 68 art libertin. Et du coup, ça serait même une sorte de culture du milieu écologiste. Et là, je cite Denis Baupin, qui, pour sa défense, disait qu'il était un libertin incompris et qu'il était plutôt dans le registre de la séduction, je cite, et dans une forme de libertinage correspondant à la culture des écologistes. L'écologie mène à tout. Et donc, en fait, c'est quand même une façon, en convoquant la culture, de se définir comme une victime incomprise, comme porteur d'une culture politique et sexuelle collective, dont il ne serait qu'un individu, qu'un membre, et qu'il ne serait donc pas l'auteur de pratiques violentes, mais juste le membre d'une culture collective. Et du coup, ce faisant, il exclut les victimes de ce groupe politique dont elles ne partagent pas les valeurs et dont elles n'ont pas compris les valeurs.
culturelle. Enfin, mesdames, Madame Rousseau, vous n'avez pas compris les valeurs de cette culture écologiste. Donc, vous voyez comment le recours au culturalisme vise à construire l'impunité culturelle, politique, sociale, morale et donc pénale, en reproduisant en fait les rouages de la culture patriarcale qui est loin d'être égalitaire. Alors pour terminer, ça sera ma conclusion, ce qui est intéressant aussi dans la culture, c'est qu'elle peut être utilisée comme un levier. Alors, soit un levier pour reproduire des inégalités et des violences, mais aussi un levier pour lutter contre et les changer. Donc, la culture, c'est un outil idéologique, un outil idéologique de légitimation et de domination. C'est un outil auquel on recourt pour donc justifier des pratiques en niant leur caractère délictueux, violent ou traumatique, auquel on recourt aussi pour préserver un système de domination, je l'ai dit. C'est un outil de maintien des privilèges de cette domination, de culpabilisation des victimes. C'est un système qui reproduit un imaginaire des rapports sociaux, des rapports de genre, des rapports de classe, des rapports de race. Cet imaginaire est présent dans les discours, dans les croyances, dans les représentations artistiques, dans les représentations médiatiques, qui attribuent aux femmes et aux hommes des rôles, des droits, des devoirs, des obligations et des interdits différents. Et cet imaginaire, en fait, reproduit ce que Françoise Héritier appelait la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire le fait qu'on accorde aux femmes et aux hommes, aux filles et aux garçons, des statuts et des droits différents, et qu'on reproduit l'obligatoire disponibilité et accessibilité, voire propriété, du corps des femmes par les hommes et du corps des filles et des enfants par les adultes. Et donc le corps des femmes peut être vu comme le terrain d'expression de la domination masculine et de la compétition virile. Mais, bonne nouvelle, la culture, c'est aussi quelque chose qui n'est pas figé. La culture, ce n'est pas une pyramide sacro-sainte, inaliénable, irrévocable, inéluctable. Les cultures aussi changent. En Europe, en Afrique, partout dans le monde, sous l'effet de mobilisation, de réformes, les cultures changent, sauf à se heurter à des résistances religieuses fortes. Et là, il faut s'en inquiéter d'ailleurs dans le monde de ces résistances religieuses, sauf dans des cas de crise morale ou crise politique. Mais les cultures changent parce qu'en fait, sous l'effet de plaintes individuelles de personnes qui ont vécu des situations traumatisantes, sous l'effet de mobilisation collective, associative, comme par exemple celle du moment, celle du jour, sous l'effet de manifestations de la société civile, sous l'effet des recherches scientifiques qui sont aussi importantes, qui donnent des chiffres, sous l'effet des réformes juridiques et sous l'effet des changements politiques et institutionnels, les cultures changent. Alors, pour mémoire, voyez le schéma dont je vous parlais initialement, eh bien, si au niveau individuel, relationnel, social, communautaire, on arrive à influer sur les cultures, on change aussi ce qui se passe au niveau politique, institutionnel, et à l'inverse, si on modifie le cadre juridique et politique, on a un effet sur les cultures et sur le vécu individuel des personnes. Alors, pour mémoire, je rappelle le procès du viol, qui est notamment raconté très bien dans le documentaire de Cédric Condon, sur la défense par Gisèle Halimi, à qui je voudrais aussi rendre hommage, des deux femmes, Anne Tonglé et Araceli Castellano, qui en 1978 avaient été violées, et alors qu'elles étaient lesbiennes et naturistes, le viol qu'elles avaient subi pendant plusieurs heures avait été requalifié juste qu'est-ce que c'était déjà ? Enfin, il avait été minimisé, c'était pas du viol, parce que justement le fait qu'elles étaient lesbiennes et naturistes avait été utilisé par les avocats de la défense comme un argument montrant qu'elles avaient été provocantes et consentantes. Et grâce à Gisèle Halimi et la façon dont elle a défendu ces femmes, en fait, on a pu en 1980 requalifier le viol, qui jusque-là n'était pas un crime, et grâce à la loi de 1980, il est devenu pénalement poursuivable, et donc il est devenu véritablement un crime. Donc vous voyez qu'on peut changer des choses, parce que la culture est aussi un levier d'action si l'on sort justement de la vision culturaliste de la culture. Alors pour conclure vite, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, alors ce n'est pas la conclusion, on est reparti je ne sais où. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tac, 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 tac.
Voilà. Alors, l'espoir cette année, évidemment, est venu du fait que les personnes, les femmes, les victimes ont parlé, qu'on a trouvé un portage collectif de libération de la parole, des expériences individuelles vécues par des femmes dans de nombreux pays, qu'on a abouti à une prise de conscience qui amène justement à un changement culturel, à un changement dans les représentations, à une mise en évidence de différents facteurs préjudiciables que nous portons dans nos cultures et nos sociétés, et que cet élan de 2017 incite à continuer à travailler sur les représentations culturelles du genre, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, sur les rapports de domination, et à proposer, à élaborer véritablement une culture de l'égalité pour proposer des modèles égalitaires dès la maternelle à nos enfants. Il faut vraiment intervenir très tôt pour traquer justement des alibis culturalistes, pour traquer cette culture de la domination qui limite nos horizons. Et cette culture de l'égalité, on peut l'élaborer véritablement quand on met en synergie des associations, la société civile, les chercheurs et les politiques. Et je veux finir en rappelant la responsabilité politique sur la question des violences sexuelles, qui est, à mon avis, bien plus importante que la responsabilité culturelle, parce qu'en l'absence de dispositifs politiques, eh bien, on laisse la place justement à des discours culturalistes, et que l'engagement politique serait justement de favoriser des dispositifs d'écoute et de plainte, de former des professionnels et de voter des lois et de les faire appliquer pour protéger des victimes. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous encourage vraiment dans ces travaux et ces débats. Et j'espère pouvoir vous être un petit peu utile. Merci à vous.